Bonjour à toutes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette troisième et dernière journée du congrès des maires, plus précisément dans le studio radio qui a pris place sur le stand du secrétariat général de l'enseignement catholique dans le parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. Nous avons eu de nombreux échanges depuis le début de ce congrès, des thématiques nombreuses ont été abordées. Ce matin, nous allons aborder cette thématique un petit peu particulière, bien évidemment, qui est celle des spécificités des territoires et des nouveaux territoires de l'éducation, pour être plus précis encore. Et nous allons en parler autour d'un rapport sénatorial, rapport qui nous sera présenté dans quelques instants par l'un de ses rédacteurs, le sénateur Laurent Lafont, sénateur UDI du Val-de-Marne et co-auteur avec M. Roux, sénateur socialiste, de ce rapport qui sera au centre de nos débats. Débat autour duquel seront amenés à s'exprimer également Yann Diraison, adjoint du secrétaire général de l'enseignement catholique, ainsi que Philippe Poussin, secrétaire général du CNEAP, c'est-à-dire le Conseil national de l'enseignement agricole privé. Peut-être pour des questions de méthode, monsieur le sénateur, la genèse de ce rapport, qu'est-ce qui fait que ce rapport a été, en l'occurrence, porté et qu'il a aujourd'hui cette réalité dont nous parlerons ensuite s'agissant du contenu. La genèse date d'il y a un peu plus d'un an, suite à une rentrée 2018 dont on peut dire qu'elle avait été tendue entre les territoires et l'éducation nationale. Il y avait eu un certain nombre de fermetures d'écoles ou de fermetures de classes qui avaient créé des tensions, et on avait bien vu qu'on était sur un sujet d'une grande sensibilité avec un espace de dialogue de plus en plus étroit sur la matière. Donc le Sénat et la commission culture et éducation a souhaité s'emparer de ce sujet, essayer de mettre à plat un peu les différentes questions et de faire des propositions. Donc nous avons auditionné pendant plusieurs mois un certain nombre d'acteurs et nous avons présenté notre rapport effectivement en septembre dernier. Les acteurs que vous avez auditionnés sont des acteurs de l'ensemble des territoires ou des territoires ruraux en particulier, des acteurs de l'ensemble du territoire national ? Alors, il y avait deux prismes particuliers qui étaient l'éducation prioritaire, donc plutôt le secteur urbain et le secteur urbain en difficulté, et évidemment le secteur rural. Bon, ça ne voulait pas dire qu'entre les deux, il n'y avait rien, et qu'entre les deux, nous ne prenions pas en compte aussi les particularités qui pouvaient exister. Mais l'idée de voir les deux pôles comme ça, qui peuvent paraître les territoires les plus en demande de politiques spécifiques, nous apparaissait intéressante. Donc on a auditionné des acteurs locaux, des élus, des directeurs d'établissements, des proviseurs. Nous avons auditionné bien sûr les responsables de l'éducation nationale au niveau central comme au niveau rectoral, parce que ça nous paraissait important, et puis un certain nombre d'acteurs nationaux qui interviennent dans le sujet de l'éducation nationale. Le constat, c'est que les spécificités des territoires ne seraient pas suffisamment prises en compte par le système scolaire. Elles sont même quasiment inexistantes. Dans la réflexion éducation nationale et dans la politique éducation nationale, à part la question de l'éducation prioritaire qui existe depuis un certain nombre d'années, mais dont on sait qu'elle est complètement figée dans sa répartition, dans sa cartographie, pour les autres territoires, du point de vue de l'éducation nationale, leur spécificité n'existe pas. Elle peut exister au niveau local parce que les recteurs qui sont confrontés à des problématiques territoriales qu'ils connaissent parfaitement généralement, essayent de trouver des solutions. Mais au niveau de la politique nationale de l'éducation nationale, au niveau de l'administration centrale de l'éducation nationale, la problématique territoriale n'existe pas. Et donc, on répond comment à ce type de constat? Comment mieux prendre en compte les spécificités territoriales? J'imagine que vous avez, dans votre rapport, donné un certain nombre de directions possibles à suivre. Oui, on a fait des préconisations. Je pense que, sans parler de la question des moyens, parce que c'est toujours un sujet compliqué quand on parle d'éducation, mais déjà de parler d'une question de méthode qui nous paraît importante parce que ça reflète aussi un état d'esprit. En fait, nous, ce que nous préconisons, c'est bien sûr une prise en compte des spécificités territoriales, en particulier la question de l'école rurale qui existe dans le discours commun, mais encore une fois qui n'existe pas du point de vue éducation nationale, mais aussi les autres spécificités du territoire. Prendre en compte par exemple
un élément comme un indice d'éloignement. On sait que c'est un élément important, notamment dans le premier cycle, en termes de répartition des élèves sur le territoire national. C'est un élément majeur. Donc il y a prise en compte des territoires, de leur spécificité, ne pas traiter de manière homogène et uniforme les territoires partout en France et aussi en Outre-mer. Ça, c'est la première chose. Le deuxième élément qui nous paraît extrêmement important, qui est, il faut bien le dire, qui n'est pas dans la culture éducation nationale, c'est d'arriver à déconcentrer les moyens et des pouvoirs de décision au niveau rectoral, c'est-à-dire au niveau des administrations de l'éducation nationale, les plus près des territoires, celles qui sont en contact direct avec les acteurs, que ce soit élus, mais que ce soit aussi personnel enseignant et personnel de direction. Et troisième élément, c'est bien sûr un dialogue avec les collectivités locales, parce que cette question des spécificités territoriales, elle ne peut pas s'envisager sans qu'il y ait un dialogue avec les collectivités. Dialogue avec les collectivités qui doit aller, de notre point de vue, dans deux directions. D'abord, la contractualisation. Il faut que chacun s'engage. La problématique, notamment des déclins de population dans certaines zones du territoire, on pourrait imaginer qu'elle est derrière nous. Non, nous pensons qu'elle est devant nous. Donc les problèmes sont encore largement devant nous et il faut absolument qu'on les anticipe. Donc une contractualisation avec l'ensemble des acteurs, y compris collectivités locales. Bien entendu, ça nous paraît extrêmement important. Sur le constat qui est fait par le sénateur, M. Poussin, vous êtes, j'imagine, d'accord, cette spécificité ou cette absence peut-être de prise en compte par le système scolaire des spécificités de l'éducation, et notamment en milieu rural et dans le domaine de l'enseignement agricole? Oui, moi je partage l'analyse du sénateur Lafont. Alors, dans l'enseignement agricole, il y a quand même une particularité qui est inscrite dans la loi et dans le code rural, c'est la mission qu'ont les établissements agricoles de contribuer à la dynamique et à l'animation du territoire. L'enseignement agricole, vous le savez, répond du code rural et pas du code de l'éducation. Le code de l'éducation donne une mission unique qui est déjà considérable, qui est celle d'enseigner. Mais le code rural donne 5 missions au lycée agricole et la seconde mission, c'est celle-ci. Donc à partir du moment où les établissements ont cette logique-là, d'être en fait des acteurs du territoire, ce que nous appelons dans l'enseignement catholique des lycées des territoires, des centres de ressources pour les territoires, les équipes éducatives en fait de ces lycées-là automatiquement sont en lien avec les collectivités territoriales dont vous parliez, monsieur le sénateur, il y a une minute, et avec le tissu bien sûr socio-économique de là où ils sont. Alors l'autre raison pour laquelle ça se fait de cette manière-là, je crois, et ça serait vraiment très facile à étendre à l'éducation nationale, c'est que nous sommes en train de parler de lycées professionnels. Et que les lycées professionnels ont comme obligation, d'une certaine manière, ne serait-ce que par rapport aux obligations de trouver des stages pour leurs propres élèves, d'être en lien avec le contexte, encore une fois, politique, éducatif, social, culturel, économique, etc. Il existe une très grande diversité des territoires. On ne peut probablement plus, je partage complètement les conclusions de votre rapport, avoir une espèce de vision générale, en fait, homogène et identique. Il y a nécessairement à s'adapter à ça. Quand il y a quelques années, c'était un autre temps, Vincent Payon avait lancé des débats au moment de la loi qui devait refonder l'école de la République. Il y avait eu des cercles de travail ou de réflexion. Celui dans lequel moi j'étais portait sur la question des territoires. Et ce qui était l'actualité de l'époque, ça l'est encore, était essentiellement la question en fait de la prise en main des territoires périurbains, en fait les banlieues. Alors, je suis du tout en train de dire que ça n'est pas un sujet, hein. C'est une vraie question, bien évidemment. Et je suis intervenu à la fin du débat pour dire, mais vous avez raison de parler des banlieues, mais la fracture républicaine, la fracture de l'école, c'était les termes qui étaient employés à cette époque-là, touche aussi les territoires ruraux. Et une partie de la ruralité peut être concernée par ça, ce que l'on retrouve très bien dans votre analyse. Et il y avait eu un moment, je m'en souviens, de stupéfaction d'une certaine manière, parce que ça n'était venu à l'esprit d'absolument personne. Ensuite, le débat s'est orienté vers ça. Donc il faut qu'on arrive à faire prendre conscience aux deux ministères de tutelle, celui de l'Éducation nationale, celui de l'Agriculture pour la partie qui me concerne, de la nécessité d'avoir un ancrage territorial beaucoup plus pertinent. On optimisera comme ça, d'une certaine manière, l'efficacité du système. Yann Diraison, quelle est votre appréciation? Il n'est pas question d'apporter une note au travail sénatorial, mais quelle est l'appréciation que vous faites du rapport dont messieurs Lafont et Roux sont les auteurs? Le premier Bien, mais peut mieux faire? Non. Le premier intérêt du rapport de M. Lafont, c'est qu'il existe. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est la première fois
que dans un rapport sénatorial, parlementaire ou des inspections générales, on traite les deux sujets en même temps. On peut dire qu'on croule sous des rapports et des études sur l'éducation prioritaire, on croule sous des rapports et des études sur la situation du milieu rural, mais on n'a, à ma connaissance, jamais eu un rapport qui prenne les deux choses en même temps et qui du coup pose la question qui est finalement au centre du rapport, c'est quelle est la politique globale du système éducation nationale qui permet à la fois de s'occuper de la difficulté périurbaine ou urbaine qu'évoquait Philippe Poussin et en même temps de ne pas complètement désertifier le milieu rural. Or, quand on traite les deux d'un coup, quand on traite les deux séparément, chacun des deux fait ce qu'il peut, c'est-à-dire récupérer le plus de billes, même au détriment de son voisin. Or, ça fait longtemps que nous disions, nous, enseignement catholique, que la politique d'éducation prioritaire, je rejoins ce que disait Philippe Poussin, oubliait une pauvreté que j'ai tendance à appeler une pauvreté silencieuse, parce qu'elle fait moins de bruit, elle ne fait pas la une des médias, elle ne brûle pas les voitures pour prendre une image caricaturale, c'est la pauvreté du milieu rural. Et l'intérêt du rapport, c'est de poser les deux et pour le coup, de ne pas dire c'est pas l'un ou l'autre, il faut trouver une solution de servir l'un et l'autre. Et on est au cœur de ce qu'est la problématique de l'enseignement catholique dans sa politique de gestion de son maillage territorial. C'est notre problème central, il est de faire le et deux, les deux en même temps. Faire les deux en même temps, monsieur le sénateur. Vous avez d'ailleurs au passage, en tant que représentant d'une chambre qu'on qualifie parfois de chambre des territoires, vous avez fait des découvertes. Vous avez approché une réalité que vous sentiez ou que vous n'aviez pas totalement identifiée. Monsieur Roux et vous-même d'ailleurs. Hein, oui. Oui, effectivement, c'est un rapport que nous avons fait à deux, donc oui. Avec deux visions différentes, puisque Jean-Yves Roux est sénateur des Alpes de Haute-Provence, donc beaucoup plus dans la réalité rurale que moi qui suis un urbain, si on peut le dire ainsi. Il y a des choses qu'on a vues peut-être de manière plus forte que ce qu'on pouvait penser. D'abord, une vraie demande du côté des rectorats, qui sont au premier chef, au premier rang confrontés à ces problématiques-là, et qui, on le sent bien, le dialogue entre recteurs et administration centrale, il n'est pas simple, il n'est pas souple sur ces sujets-là. Donc il y a une vraie demande, j'ose le dire, un peu d'aide de leur part en disant, voilà, on a besoin d'avoir davantage de souplesse dans la répartition des moyens, que ce soit les effectifs, que ce soit les primes, etc., les régimes indemnitaires, on a besoin davantage de souplesse pour adapter nos réponses en fonction des besoins. Ça, c'est très clair. Et la deuxième chose, alors bon, pour beaucoup d'élus, notamment élus ruraux, c'est quelque chose qu'ils ressentent de manière très forte. C'est-à-dire qu'il faut bien reconnaître que dans certaines zones du territoire, et c'est peut-être ça d'ailleurs la source d'un certain nombre de tensions, l'école est plus que l'école, si j'ose dire ainsi. C'est-à-dire que l'école n'est pas uniquement un lieu d'apprentissage des savoirs tel qu'on peut s'entendre pour dire la fonction première de l'école, c'est ça. On voit bien que ça joue un rôle d'animation, comme vous l'avez dit fort bien, d'animation des territoires. Je pense que ce rôle est important, mais évidemment, ça suppose, si on veut pleinement l'assumer et qu'on y réponde aussi à partir des écoles, ça veut dire qu'il faut être conscient, il faut clairement le faire comme l'enseignement agricole le fait, c'est-à-dire que c'est dans ses objectifs, il faut le reconnaître, et ça veut dire aussi que les collectivités locales doivent s'engager. C'est pour ça qu'il y a un point sur lequel on insiste, je terminerai là-dessus, c'est la notion de boîte à outils. C'est-à-dire qu'encore une fois, on ne peut pas concevoir que la solution est la même dans la Creuse, dans la Seine-Saint-Denis, je ne prendrai pas d'autres exemples, voire à Mayotte ou en termes éducatifs. Donc il faut mettre à disposition les outils, quitte aussi à laisser les territoires créer de nouveaux outils pour faire en sorte qu'on trouve les solutions localement et qu'on ne soit pas dans une recherche uniforme d'une politique éducative sur l'ensemble du territoire national. Le cas par cas, peut-être une certaine éloge de la différenciation. C'est aussi un thème qui est un thème au cœur des travaux du Sénat actuellement, si je ne m'abuse. On est en plein dans le sujet de la différenciation. On est en plein dans cette problématique-là. Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut aller dans cette problématique. Mais après, est-ce qu'on y va pleinement ou est-ce qu'on y va à moitié ? C'est ça la question. Et c'est tout le débat qu'on essaye de soulever, nous, à travers notre rapport,
et qui sera soulevé dans quelques mois dans le texte plus général que présentera le gouvernement sur la différenciation. Monsieur Poussin, je voulais acquiescer à l'expression boîte à outils. Elle vous convient? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Parce que si on n'outille pas les établissements scolaires, mais j'ai envie de dire aussi les autres acteurs, et les collectivités territoriales également, on parviendra difficilement à mettre ça en place. Il est indispensable que l'on réfléchisse ensemble à la manière dont cette différenciation, parce que c'est vrai que le concept apparaît de plus en plus aujourd'hui, pourra se mettre en place. On ne peut plus aujourd'hui, ça semble difficile, je ne sais pas si on ne peut pas, mais ça semble difficile aujourd'hui d'imaginer qu'il y ait une unique voie à tous les problèmes, à toutes les solutions, à toutes les situations. Par contre, il y a un objectif commun, c'est l'accompagnement du jeune dans des voies d'excellence et vers sa réussite. Mais les moyens d'y parvenir sont certainement très divers. Yann Diraison, la prise en compte, comme le disait le sénateur à l'instant, d'un indice d'éloignement, c'est une bonne voie à suivre? Pourquoi pas? On prend déjà en compte, et l'éducation nationale et nous, un indice on va dire, de difficulté sociale. On a pris, nous, il y a quelques années également, pour traiter certains établissements, un indice de difficulté scolaire, parce que c'en est une autre. On n'a jamais pris dans l'enseignement catholique pour le moment un indice de ce type-là. J'ai évidemment lu avec beaucoup d'intérêt le rapport sur ce point-là. Effectivement, c'est aussi une manière de prendre en compte, en fait, des difficultés ou des facilités qui sont multiples. Il n'y a pas des établissements ou des régions qui sont complètement typiquement dans tel ou tel. On peut avoir en plus des additions de difficultés qui créent de vraies difficultés. Enfin, et la question notamment de l'éloignement, à la fois qu'évoque le rapport d'ailleurs, vous évoquez un double éloignement, celui des élèves par rapport à leur école, c'est un éloignement, mais il y a aussi la difficulté à prendre en compte celui des établissements par rapport à ce que vous appelez les centres névralgiques culturels, c'est-à-dire la difficulté, par exemple, pour certaines écoles, d'avoir accès à des équipements qui, par ailleurs, sont immédiatement accessibles à la sortie d'une ligne de bus pour les autres. Et ça, c'est aussi une autre donnée à prendre en compte parce qu'elle ne concerne pas les individus un par un, mais elle concerne, pour le coup, le territoire et l'établissement entier. À ce point de vue-là, vous m'avez alerté. Qu'est-ce qui vous manque dans le rapport sénatorial, M. Diraison? Qu'est-ce qui manque dans le rapport sénatorial? Vu avec le regard de l'adjoint du secrétaire général de l'enseignement catholique, bien évidemment. Je vois bien la question. Il manque, à mon avis, mais le rapport ne pouvait sans doute pas aller plus loin, il manque ce qu'il faudra aborder un jour, c'est la question des moyens. C'est-à-dire que, inévitablement, notre discussion débouche un jour sur ça donne quoi, ça a quoi comme conséquence en termes de moyens d'enseignement, j'entends. En termes de moyens financiers, sonnants, trébuchants, ce n'est pas trop le sujet pour nous. Mais en termes de moyens d'enseignement, c'est une question inévitable. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'équation impossible qu'on nous demande de réaliser depuis des années, qui est de répondre à la demande de scolarisation en zone urbaine qui ne cesse d'augmenter. Premier élément de l'équation. Deuxième élément de l'équation, d'accueillir de plus en plus d'élèves en situation de fragilité ou de difficulté de toutes sortes. Troisième élément de l'équation, ne pas désertifier le milieu rural. Et il y a un moment où, même avec énormément de bonne volonté, de travail et de rigueur, j'arrive à me dire que l'équation va devenir vraiment impossible. Monsieur le sénateur. Non, mais bien sûr, la question des moyens, elle est centrale et elle est à l'esprit de tous les acteurs parce que c'est le quotidien de la gestion telle que les uns et les autres peuvent la connaître. Nous, on a d'abord essayé d'aborder la question à travers une méthode et un état d'esprit, en se disant, déjà, s'il y a une volonté, si on change la méthode, la question des moyens se posera. Bien entendu, elle se posera, mais elle se posera dans un second temps. Et surtout, sur cette question des moyens, il faut arriver à libérer de la marge de manœuvre. Parce que si on raisonne à flux tendu et dans une enveloppe qui ne bouge pas, forcément, l'équation, elle est impossible à gérer, je l'entends bien. Donc il faut arriver à libérer de la marge de manœuvre
Peut-on le faire au niveau national? Je ne crois pas. C'est là où on pense que ça sera plus simple à faire au niveau territorial, quitte à ce que d'autres personnes prennent des engagements dans, dans- dans le système. Mais au niveau national, on voit bien toutes ces questions, elles sont trop complexes à aborder. Et puis il y a une sensibilité qui est très forte dès lors qu'on aborde cette question des moyens. Donc ça ne nous semble pas être la bonne approche. C'est une question de pure curiosité, mais sur la méthode, quand on fait un rapport comme celui-là, qu'on a à travailler avec un sénateur qui n'est pas forcément du même camp ou du même bord politique ou du même chemin peut-être politique que vous, comment est-ce que vous abordez les choses, surtout sur un sujet comme celui-là où on sent bien que peut renaître à tout instant le clivage assez traditionnel en France entre ceux qui sont les partisans de l'enseignement privé et ceux qui sont partisans d'un enseignement public. Comment ça se passe? Il y a eu des divergences, il y a eu des approches différentes véritablement, ou est-ce que véritablement l'école aujourd'hui est considérée, qu'elle soit privée ou publique, comme peut-être le critère pour servant l'aménagement du territoire, Ouais. ou améliorant peut-être tout ce qui doit être amélioré en termes d'aménagement? Je crois que c'est une prise de conscience au niveau des acteurs politiques qui est maintenant très large sur le rôle de l'école dans les territoires et le fait aussi que on ne peut pas demander trop à l'école en tant que telle. Voilà. Je pense que ça, c'est un point de vue qui est assez partagé. On l'a vu à travers cette mission. Nous étions 2 co-rapporteurs, mais nous avons d'autres sénateurs qui se sont joints à la démarche et il n'y a pas eu de difficultés. Très honnêtement, sur les propositions, il n'y a pas eu de difficultés majeures. Ça a été assez consensuel, y compris dans ce qui pourrait être une forme d'antagonisme, c'est-à-dire urbain-rural, ce qui est souvent dans les politiques publiques, malheureusement, mise en confrontation. On l'a bien vu, on a avancé de manière sans opposition là-dessus. Donc je pense que le consensus peut se faire assez largement. Oui. C'est l'impression qui est également la vôtre, Monsieur Diraison, Monsieur Poussin. Alors bah oui, enfin, alors on parle privé-public, mais les écoles que nous représentons sont privées, c'est vrai, mais associées par contrat au service public d'éducation. De fait, c'est un privé qui est complémentaire de l'enseignement public, qui joue son rôle, je crois, dans le système éducatif général. Donc ce qui nous semble intéressant à nous, c'est que les collectivités territoriales, parce que c'est probablement là que les choses doivent bouger le plus, me semble-t-il, en fait, intègrent vraiment bien ça dans la carte de formation, l'affectation des moyens, Yann Diraison en parlait tout à l'heure, et puis surtout parce que c'est un sujet qui circule un peu chez nous. Les contrats d'association sont des contrats qui sont passés entre les établissements et le ministère, c'est-à-dire l'État. Il faudrait probablement que quelque chose soit fait entre les établissements et les collectivités territoriales. Par exemple, la région concernant les lycées, quelque chose comme ça. Il faut creuser cette piste-là parce que si on veut aller vers une différenciation, à ce moment-là, et les contrats tripartites ont été évoqués en d'autres temps, rappelez-vous, il faut peut-être en fait que ça soit travaillé davantage. Yann Diraison. Notre présence ici au salon et les maires qu'on a rencontrés depuis 3 jours sont en fait dans une logique de nous considérer comme étant des partenaires éventuels, comme nous les considérons comme étant des partenaires. Je n'ai pas rencontré ici, on a rencontré des maires qui sont venus nous voir hier ou avant-hier avec des questions extrêmement concrètes. Qui sont un maire hier, j'ai absolument besoin de l'installation d'une filière de formation professionnelle de ce type-là parce que j'ai dans mon territoire une entreprise qui ne recrute pas. Concrètement, comment vous faites pour venir? La question, elle est celle-là et elle est... Voilà, donc je pense que ce qu'on a appelé la guerre scolaire idéologique en France, elle est derrière nous. Elle peut se relancer de temps en temps, une petite allumette dans une botte de paille, peut faire un petit feu quelque part. Mais globalement, nous sommes entrés dans une logique de partenariat. Et ce qu'évoque le sénateur Lafont dans son rapport, dont il vient de parler, qui est la contractualisation, elle est en fait déjà en marche. Mais sans le modèle, sans le nœud qui s'accroche. Mais en fait, ce que viennent chercher les maires avec nous et ce que nous proposons aux maires, c'est ce type de relation-là. Vous avez besoin de nous, on a besoin de vous. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'avec l'éducation nationale, donc ce sera une contractualisation à 3, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les besoins des uns rejoignent les besoins des autres et que les contraintes des uns soient prises en compte aussi par les autres parce que nous avons des besoins et des contraintes qui sont... parfois divergentes, parfois convergentes,
mais nous avons des choses à faire sur les territoires et en particulier, je rejoins ce que disait Philippe Toussaint tout à l'heure, il y a sans doute une opportunité intéressante à jouer dans la réforme actuelle de la voie professionnelle qui peut amener une nouvelle relation de l'école et donc de l'enseignement catholique avec les territoires, avec les branches professionnelles, avec le monde économique. C'est un autre aspect de votre rapport, monsieur le sénateur, mais certains commentateurs ont dit qu'en fait, il signait ce rapport la fin de la labellisation de l'éducation prioritaire. Certains plus critiques ont été jusqu'à dire que vous détricotiez l'éducation prioritaire. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ceux qui disent cela, qui vous accusent de cela? Oui, d'abord, ce n'est pas tout à fait ce qu'on propose, mais on sait bien que quand... Vous avez lu ces choses-là comme moi. Oui, non, j'ai vu les réactions, effectivement, mais on sait bien qu'il y a parfois dans les réactions, il y en a qui en surrajoutent pour essayer de figer un petit peu les discussions. Non, je pense que l'éducation prioritaire, elle est nécessaire, et notamment dans les REP+, personne ne remet en cause la question des réseaux des REP+, parce que ça correspond à des... situation sociale, des objectifs à des écoles qui ont besoin d'être aidées, etc. Il n'y a pas de difficulté. En revanche, ce qu'on constate, c'est deux choses. D'abord, 70% des enfants qui sont dans des situations sociales défavorisées ne sont pas dans les réseaux d'éducation prioritaire. Donc ce réseau d'éducation prioritaire, il ne correspond pas pleinement à la mission qui lui a été assignée. Et deuxième chose qu'on constate, c'est qu'une fois que vous avez fait une cartographie, tout le monde le sait, c'est très difficile de la remettre en question, soit pour faire rentrer des établissements, soit pour en faire sortir. Donc on parlait tout à l'heure de souplesse à injecter dans le système. Bon, typiquement, là on a un exemple où il faudrait davantage de souplesse. Je sais que le sujet n'est pas simple. On est bien conscient qu'en disant ça, on va heurter certaines sensibilités, on va provoquer certaines réactions. Mais d'un autre côté, si personne ne dit, ça ne va pas avancer. Moi, je voudrais... préciser aussi, parce que c'est important, on voit bien que le gouvernement finalement s'est donné 2 ans avec la décision qui a été prise l'année dernière de ne plus fermer d'écoles jusqu'en 2022. C'est sans doute une bonne décision, mais il faut mettre à profit cette période qui est une période intermédiaire, elle n'est pas définitive. Tout le monde sait que la question des établissements se reposera, elle se pose toujours, mais elle se reposera dès la fin de cette période de 2022. Donc n'attendons pas 2023 pour constater les décisions qui pourraient être prises par l'éducation nationale. Utilisons dès aujourd'hui cette période pour travailler ensemble sur cette question, que ce soit en éducation prioritaire, que ce soit sur les autres zones du territoire. Il y a une raison de la souplesse, toujours de la souplesse. La souplesse nous va bien à nous, hein, c'est notre mode de fonctionnement premier. Donc ce critère-là nous va très bien. Et effectivement, on est souvent quand même embarrassé par la manière dont l'éducation nationale ne sait pas vraiment faire dans le souple. L'exemple typique, c'est ce dont on parlait tout de suite, le REP, c'est binaire, quoi. Vous en êtes ou vous n'en êtes pas. C'est un peu comme le partage des appellations dans le Médoc. Vous êtes d'un côté, vous n'êtes pas d'un côté, vous êtes Médoc, vous n'êtes pas Médoc. Et il y a un côté un peu absurde dans cette séparation absolument trop rigide et en plus non évolutive. Le sénateur a parfaitement raison. Les REP sont issus des ZEP, enfin, etc. On connaît l'histoire, mais on est toujours dans la carte d'origine. Voilà. Et pour en faire changer un établissement, lui accorder des facilités, etc., c'est devenu très compliqué. Donc effectivement, la question de la souplesse et donc de la gestion plus proche du terrain est un élément absolument fondamental de l'évolution. Bien, écoutez, on va essayer de mettre du Margot dans le Saint-Émilion et tout ira mieux. Et tout ira mieux. Merci messieurs pour ces éclairages sur ces nouveaux territoires de l'éducation qui sont déjà un tout petit peu plus précis grâce à votre rapport, monsieur le sénateur. Et encore merci de votre présence ce matin. À tout à l'heure. Merci.